On va voir ce chapitre en plusieurs points. Tout d'abord, les étiologies, ensuite comment faire le diagnostic, quels examens complémentaires faire et quel traitement. C'est à peu près les quatre gros points à retenir pour ce chapitre. D'abord les étiologies, vous savez que l'endocardite, c'est deux choses. C'est une lésion valvulaire, donc soit plus souvent une fuite, une insuffisance mitrale, une insuffisance aortique, beaucoup plus rarement des sténoses. C'est rarissime d'avoir des sténoses liées à une endocardite. Donc une lésion valvulaire, une fuite ou un abcès endocardique associé à des hémocultures qui poussent. Et ce qui nous aide à faire le diagnostic étiologique de l'endocardite, c'est le type de germe qui pousse. Donc il y a schématiquement plusieurs choses. D'abord les hémocultures qui sont positives. Donc quand on a un streptocoque, il faut voir quel type de streptocoque c'est. Streptocoque non groupable, c'est plutôt la sphère ORL. Streptocoque D ou entérocoque, c'est plutôt la sphère digestive. Donc quand c'est ORL, il faudra prévoir une constatation ORL et stomatologique. Quand c'est digestif, une exploration digestive, type coloscopie. Je vous rappelle que les endocardites à entérocoque ou à streptocoque D sont associés dans 50% des cas à un cancer digestif. Donc il faut absolument le rechercher. Il y a le staphylocoque où on recherchera une porte d'entrée cutanée, souvent chez le toxicomane, mais aussi chez le diabétique avec le risque de pied diabétique. Il y a l'entérocoque, on l'a vu, les streptocoques, les staphylocoques. Il y a les germes beaucoup plus agressifs qu'on trouve chez les immunodéprimés et chez les toxicomanes comme les bacilles gram négatifs, le pneumocoque. Et puis il y a tout ce cadre des endocardites à hémoculture négative pour lequel il faut faire un bilan. Alors très souvent lorsqu'on a une suffisance d'endocardite, c'est-à-dire une végétation et une zémoque qui ne poussent pas, la cause la plus fréquente, c'est une antibiothérapie préalable qui aurait décapité l'infection et qui ne permettrait pas de retrouver le germe par la suite. Donc c'est la première chose. Il y a les streptocoques déficients. C'est pour ça qu'il faut toujours rappeler la bactériologie quand vous avez une suspicion d'endocardite, pour leur dire de garder les hémocultures pendant un mois, parce qu'il y a des streptocoques qui poussent très lentement sur milieux spéciaux. Et puis après, il y a tout un bilan à faire de germes intracellulaires, comme le chlamydia, le mycoplasme, le légionelle, mais également d'autres germes comme la bartonellose, la brucellose, la maladie de Lyme. Donc c'est tout un bilan à lancer avant de dire que l'endocardite est vraiment à hémoculture négative. Le diagnostic est très important. Pourquoi? Parce qu'on part a priori par la suite sur 4 à 6 semaines d'antibiothérapie intraveineuse. Donc pour savoir si on fait ce traitement antibiotique qui est très long, il faut absolument être sûr du diagnostic. Donc il y a deux moyens de voir les choses. Soit on se dit, le patient a un souffle, il a de la fièvre, on va chercher des signes périphériques qu'on trouve rarement et on suspecte endocardite, mais c'est très difficile d'imposer une antibiothérapie et d'être sûr de soi là-dessus. Donc pour ça, pour être sûr du diagnostic d'endocardite, il y a des critères qui ont été mis en place, qui sont les critères de Duke, qui comportent des critères majeurs et des critères mineurs. Et en fonction de l'existence ou non de ces critères, on va pouvoir être certain ou pas, ou non du diagnostic d'endocardite. Donc les critères de Duke, les critères majeurs, les deux critères majeurs les plus importants, ceux que vous connaissez, ceux qui sont les plus logiques, c'est la première chose, au moins deux hémocultures qui poussent au même germe, avec un germe connu pour donner des endocardites, streptocoque, staphylocoque, etc. Ou des sérologies qui reviennent très positives, comme par exemple pour Coxiella. Donc ça c'est le premier critère majeur, et le second critère majeur, c'est des lésions échographiques très évocatrices d'endocardite, comme les végétations, les abcès, l'apparition d'une fuite paravalvulaire. On peut se servir aussi de critères mineurs. Les critères mineurs sont les critères que l'on utilise lorsque, par exemple, la fièvre, les hémocultures ne sont pas positives parce que le patient a eu un traitement antibiotique préalable. Quels sont ces critères mineurs? Le premier, c'est une fièvre supérieure à 38. Le second, c'est une cardiopathie prédisposante ou une toxicomanie. Le troisième, c'est un phénomène vasculaire. Donc, est-ce que le patient a embolisé? Est-ce qu'il a des anévrismes mycotiques? Est-ce qu'il a des hémorragies sous-conjonctivales également? Des choses comme ça. Le quatrième, c'est des phénomènes immunologiques. Est-ce qu'il y a une glomérulonéphrite? Est-ce qu'il y a des nodules de Roth? Voilà. La cinquième, c'est des critères microbiologiques mineurs, à savoir des hémocultures qui poussent à un germe non connu pour donner l'endocardite ou une seule hémoculture qui pousse. Et ensuite, vous comptez. Pour avoir un diagnostic certain d'endocardite, il faut soit, lorsque le patient a été opéré, bien entendu, là c'est très facile, on attend de voir si la valve pousse ou non. Et on peut faire de la PCR sur les valves pour rechercher les micro-organismes, staph, strepto. Donc ça c'est très facile. Mais lorsqu'on n'est pas amené à opérer le patient, il faut compter les critères. Pour qu'une endocardite soit certaine, il faut soit deux majeurs,
soit 1 majeur et 3 mineurs, soit 5 mineurs. Et à partir de ces critères, vous pourrez être sûr que votre patient est endocardite et vous pourrez alors débuter une antibiothérapie adaptée. Quels examens faire lorsque l'on suspecte une endocardite infectieuse? Les deux examens essentiels sont bien entendu les hémocultures qui doivent être répétées. Et si le patient n'est pas en choc septique, qu'il chauffe juste, il faut faire plusieurs lots d'hémoculture avant de débuter l'antibiothérapie. Donc les hémocultures sont fondamentales. Ça, c'est la palissade. Le second examen qui est très important, c'est l'échographie cardiaque transthoracique et transœsophagienne, qui est réalisée de manière quasi systématique à la recherche de végétation et d'abcès qui pourraient constituer une indication chirurgicale en urgence. Je parle pour les abcès. Donc ça, ce sont les deux examens qui font le diagnostic d'endocardite. Et puis après, quels examens vous allez faire? Eh bien, tout d'abord un ECG pour voir s'il n'y a pas de troubles conductifs. Ces troubles conductifs, s'ils apparaissent, peuvent être en rapport avec un abcès du septum qu'il faudra drainer en urgence. Donc un ECG quasi quotidien, une radiographie de thorax, une biologie standard avec des marqueurs de l'inflammation, la CRP et le fibrinogène, qui vous permettront par la suite de juger de l'évolution. Et puis, il y a d'autres choses qui sont également très importantes, comme la recherche de la porte d'entrée, fondamentale, consultation ORL stomatose si c'est un streptocoque, une inspection cutanée si c'est un staphylocoque, un interrogatoire très poussé pour savoir s'il y a ou non une toxicomanie sous-jacente, une coloscopie si vous retrouvez un germe comme un entérocoque ou un streptocoque D. Donc la recherche de la porte d'entrée, c'est fondamental. Et puis il y a d'autres examens, le fond d'œil, à la recherche de nodules de Roth, mais également chez le toxicomane à la recherche d'une candidose, parce que lorsque le toxicomane se pique, il peut faire des endocardites, mais aussi des candidoses vitréorétiniennes, donc c'est très important. Donc le fond d'œil. Et puis, autre chose de fondamental, c'est le scanner. Donc toutes les équipes ne font pas la même chose, mais on y vient de plus en plus. Et retenez qu'il faut systématiquement demander un body scanner ou une body IRM, donc un scanner cérébral et thoraco-abdominopelvien, même en l'absence de signes d'appel, de signes de localisation, pour détecter les embolies. Pourquoi? Parce que les embolies préexistantes peuvent pousser à une chirurgie plus rapide et peuvent rentrer dans la décision de l'indication chirurgicale. Donc pour récapituler, hémoculture, ETT, ETO, ECG, radiographie de thorax, bilan biologique standard, recherche de la porte d'entrée, fond d'œil, body scanner ou body IRM, et vous rajoutez également une bandelette urinaire à la recherche d'une protéinurie qui vous fera évoquer une glomérulonéphrite si la protéinurie est présente. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez commencer à cocher, même si on ne le fait quasiment plus, tout le bilan immunologique qui vous tient à cœur et qui finalement n'est quasiment jamais réalisé. Le traitement, tout d'abord, et vous l'oubliez trop souvent, c'est rechercher et traiter la porte d'entrée. Voilà, chose quasiment aussi importante que la seconde partie qui est le traitement antibiotique qui va bien sûr être bactéricide, synergique, et le plus important c'est par voie intraveineuse et c'est adapté bien entendu au type de germe. Pour un staphylocoque, on partira sur de l'oxacilline et de la gentamicine s'il est métis-S et sur de la vancomycine et de la gentamicine s'il est métis-R. Pour le streptocoque et l'entérocoque, on partira sur de l'amoxicilline à forte dose, associée bien entendu à de la gentamicine. La durée de l'association entre des aminosides pour le staphylocoque est de 5 jours versus 15 jours pour le traitement par streptocoque. La durée totale du traitement est de 4 à 6 semaines en fonction de la gravité des lésions et du type de germe, de sa CMI, de sa sensibilité aux antibiotiques. Donc ça, c'est adapter le traitement antibiotique. L'autre question qu'il faut être amené à se poser, c'est la question de la chirurgie. Chez qui va-t-on être amené à proposer une chirurgie dans le cadre d'une endocardite? On proposera une chirurgie cardiaque en urgence, c'est-à-dire en extrême urgence, c'est-à-dire que le patient arrive, il est opéré tout de suite, dans les 4 à 6 heures, après avoir vu les bilans initiaux. En cas d'œdème pulmonaire, en cas de choc cardiogénique,
en cas d'abcès cardiaque avec trouble de la conduction. Là, on mettra tout en œuvre pour opérer le plus rapidement possible. Une autre indication est l'indication liée au type de germe, et on sait que dans l'endocardite fongique, il faut les opérer assez rapidement. Ensuite, ça c'est la chose la plus importante que vous avez à retenir, c'est l'indication de la chirurgie en urgence dans l'endocardite. Chez qui va-t-on proposer une chirurgie un petit peu plus retardée? On peut être amené à proposer une chirurgie un peu plus retardée si l'hémodynamique est stable et que la fuite mitrale ou aortique liée à l'endocardite, donc liée à une dissection valvulaire, est importante. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fuite est importante et qu'elle ne pourra pas se réparer par la suite. Donc si l'hémodynamique est bien tolérée, on peut refroidir quelques jours le patient et l'opérer par la suite sans attendre qu'il y ait un retentissement sur le ventricule gauche de la fuite importante. L'autre chose, mais là ça commence à devenir de la spécialité un petit peu plus poussée, c'est on peut être amené à opérer rapidement, donc 2-3 jours après l'admission, en raison du risque embolique. Le risque embolique, il est lié à plusieurs choses. Il est lié à la taille de la végétation, à sa localisation, etc. Et en fait, plus la végétation sera volumineuse, mobile, localisée sur la mitrale, ayant déjà embolisé et à staphylocoque, plus le risque de récidive embolique est important, et donc plus on sera amené à opérer pour diminuer les risques emboliques.